Alors un tel projet est éminemment politique. La prison est-elle capable de le mettre en œuvre? On peut en douter, parce qu'il y a un obstacle considérable qui barre la route et qu'aucun aménagement, aucune pédagogie ne peut lever à soi seul. La prison est une peine et l'on ne se débarrasse pas de la punition et de ses propriétés comme cela. Il y a quelque chose à ne jamais perdre de vue et qui a été énoncé par Durkheim. Les sociétés ne punissent pas ce qu'elles considèrent comme des fautes, elles considèrent comme des fautes ce qu'elles punissent. Et elles ne peuvent pas ne pas punir. Alors nous aurions tendance à dire qu'au vu des descriptions précédentes, tout rentrerait dans l'ordre si nous parvenions à faire monter dans la visibilité politique le caractère d'enfermement invisible, de double enfermement. Seulement, si la prison se tient hors champ, c'est justement parce qu'elle est une punition et qu'il est de l'essence même de la punition d'être hors champ. Reste à comprendre pourquoi. Et si on arrive à le déterminer, eh bien, il sera peut-être possible de donner un autre sens à vivre enfermé. Ce que j'ai à dire maintenant est sinistre. La donnée la plus archaïque que nous puissions dégager à propos de la punition se résume à faire souffrir quelqu'un parce qu'il a transgressé les lois écrites ou non écrites d'une société ou d'un groupe. Ce lien entre ces deux moments, la transgression et la souffrance, semble aller de soi. Il n'est que très rarement remis en question, même par ceux qui le contestent, puisque je vous invite à remarquer que ceux qui disent on peut se passer de ce lien ne manquent jamais de faire remarquer que les solutions qu'ils proposent en lieu et place de la douleur ne sont pas drôles et, rassurez-vous, font bien souffrir ceux qui leur seront soumis. Cette logique est celle de la colère, d'une certaine façon. Essayez de penser autrement à la colère que comme l'envie de taper sur quelque chose, sur quelqu'un. Et c'est aussi celle de la dette. Mais une dette extrêmement particulière. Non pas rendre ce qui a été pris, mais payer et, plus précisément, payer pour, aux deux sens du terme, payer pour la transgression et aussi pour les autres, payer pour ceux qui n'ont pas été pris et restent impunis. Au moins celui-là que nous tenons, il paiera pour les autres. Comme si l'acte qui a été commis devait provoquer une quantité déterminée de souffrance offerte au vide, au rien, puisque nous ne pensons pas que l'État se satisfasse de la peine subie par les condamnés comme une divinité archaïque pouvait le faire. Et c'est bien de souffrance dont il s'agit, car enfin, apparemment, la peine la plus simple à comprendre, la plus logique, si l'on veut, ce serait la peine de mort. Celui qui a transgressé gravement les règles de la communauté doit être détruit, ou, si sa qualité l'interdit, banni. Et certes, ces deux peines existent de façon fort ancienne. Mais si l'exil correspond à l'idée que l'on s'en fait, en revanche, sauf depuis une époque somme toute récente, la fin du XVIIIe siècle, la peine de mort s'accompagnait de supplices affreux. Quelque chose d'autre, donc, que l'élimination était en jeu, est en jeu. Et ça, c'est vraiment une énigme. Nietzsche a essayé de résoudre
la clé du mystère. Pas sûr qu'on puisse le suivre jusqu'au bout. Il dit dans la généalogie de la morale que la douleur infligée par la justice pénale, au fond, c'est un puissant moyen mnémotechnique lié à l'invention de la promesse et du contrat. Inscrire dans le corps la mémoire afin de rendre l'oubli de ce qui a été institué, impossible, interdire de pouvoir faire comme si de rien n'était. Ce lien entre raclée et mémoire est passé dans le langage populaire. Une raclée dont tu te souviendras. Il y a des tableaux qui représentent des chaînes de galériens traversant les villages, et devant chaque porte, la mère de famille est en train de donner une fessée à son môme pour qu'il se souvienne d'avoir vu passer les galériens et qu'on puisse lui dire « tu finiras aux galères si tu n'es pas obéissant ». D'autre part, dit Nietzsche, il y a la jouissance offerte à l'offensé de faire souffrir à son tour, sans remords ni culpabilité, qu'il remarque, dit Nietzsche, que tout ce qui est interdit est précisément ce qui s'accomplit ou s'est accompli par l'exécution de la peine, tuer, torturer, séquestrer, etc. Cette jouissance étant, au cours de l'histoire, différée, déléguée au bourreau. Si le lien avec le contrat et la promesse semble avéré, en revanche, celui à la jouissance est beaucoup moins convaincant. L'hypothèse que je risquerais, ce serait plutôt d'écouter ce que dit René Girard. La communauté, inquiétée par le crime, se ressoude et se compromet en assassinant l'infracteur ou celui qui a été désigné comme bouc émissaire et dès lors, en effet, paye pour un autre. Ce qui est donc intéressant dans le supplice, ce sont bien les souffrances, non pas au titre de la jouissance sadique, mais au contraire en tant que personne d'autre que le supplicié ne subit cette souffrance. Personne n'entre en empathie avec lui. Ces souffrances sont l'objet d'un gigantesque déni. Et c'est lui, ce déni, qui ressoude la communauté, tout en la compromettant, puisqu'il s'agit bien d'un déni et non pas d'une simple inconscience. Nous savons, et maintenant que nous avons tué ou torturé, nous sommes liés. La condamnation marque une exclusion, un hors-champ, une frontière matérialisée en son effectivité par la réalité de la peine. On l'écartèle, il a essayé d'assassiner le roi. On l'écartèle, il a fait de la fausse monnaie, on les bouillante. Mais vous n'éprouvez rien. Jusqu'au moment où, si on a éprouvé quelque chose, alors on a réformé la justice pénale. Quant au condamné, si c'est bien lui qui a payé, il n'a nullement payé pour lui-même et son rachat. Tout au contraire, dans le cas où il survit, on le laisse vivant, il reste marqué, stigmatisé, il a beau clamer qu'il a payé sa dette, personne ne le croit. Car ce n'est pas sa dette qu'il a remboursée, mais celle constituée par le crime qui a été commis par lui ou d'autres d'ailleurs. En fait, dans cette logique, il est bien prévu un rachat, une rédemption, mais sur un autre mode, dans un autre monde, dans l'autre monde. Ainsi, c'est des choses qu'analyse très bien Girard, enfin, les honneurs royaux qui sont rendus à celui qu'on exécute. Mais c'est même resté dans le code militaire. Hein. On présente les armes à celui qu'on fusille. Il y a un moment dans la Passion du Christ où c'est la même chose. On l'habille en roi, on lui donne un sceptre, parce qu'on va le tuer. Parce qu'il est hors champ, et dans cette extériorité, peut-être, sera-t-il sauvé, mais tout autrement. Toute communauté fonctionne plus ou moins sur ce modèle.
Et il me paraîtrait très imprudent d'affirmer que nous échappons aujourd'hui tout à fait à ce schéma. Cependant, nous ne sélectionnons plus nos boucs émissaires comme le faisaient les sociétés dites archaïques en fonction de leur rang social, ou habiles stratégies parmi les prisonniers de guerre spécialement fomentés pour capturer de futures victimes. Nous les choisissons en fonction de leur mérite, enfin, de ce qu'ils méritent au vu de ce qu'ils ont commis. Et la sévérité des peines a pour fonction fondamentale, centrale, de témoigner de l'accord d'une communauté politique sur la gravité, l'échelle de la gravité de certains actes. Il s'agit de garder présent à l'esprit de tous que nous sommes d'accord, non pas en tant qu'individus, mais en tant que formant une communauté capable de, en témoignage de cet accord et pour le resserrer, rejeter dans les ténèbres extérieures de souffrances que nous n'avons pas apportées ceux qui tenteraient de nier cet accord. Bien, je pense que c'est ce rejet, essentiellement lié à la punition, dans une extériorité absolue et non portée, non accompagnée par la communauté, avec ce sentiment si répandu que les condamnés, après ce qu'ils ont fait, entre guillemets, n'appartiennent plus à la communauté politique, ils n'y ont plus que les droits que l'on veut bien leur restituer. C'est ce rejet que signifie la propension de la prison à disparaître du champ de vision. D'où l'immense difficulté de la faire monter à la surface, de la rendre visible. Et si nous voulons que vivre enfermé puisse prendre un sens positif, il faut repenser de fond en comble la sanction pénale. Quelque chose de cela, d'ailleurs, s'est mis en marche. Effectivement, d'une manière fragile et menacée, mais enfin, après tout, la dernière loi pénitentiaire a vu la naissance de la contrainte pénale. L'enfant de notre ami Pierre-Victor Tournier. Et puis on voit aussi les premiers balbutiements continentaux de la justice restaurative. Donc je demandais comment allons-nous sortir de ce modèle de la punition. Eh bien, il s'agit de creuser suffisamment loin pour rencontrer la base, la racine de la sanction pénale, afin d'être capable de ne pas voir dans la punition, c'est-à-dire dans le fait de faire souffrir quelqu'un en conséquence d'un acte qu'il a commis, le bon paradigme de la réconciliation de la loi avec elle-même, du droit avec lui-même. Et ça, parvenir à ça, il faut l'accomplir sans perdre de vue la dimension politique, régalienne de la sanction pénale, sans perdre de vue non plus la profondeur de la définition durkheimienne du crime et du délit, ce que la société punit. J'ai toujours eu la conviction, et je persiste à penser, qu'une société qui abandonnerait la punition verrait la culpabilité disparaître, la culpabilité pénale disparaître, et il ne lui resterait, pour évaluer les comportements, que la seule dangerosité. Et ipso facto, l'état de droit lui-même se trouverait directement menacé. Et là aussi, il y a des traces de cela. Enfin, la rétention de sûreté, par exemple. Être enfermé pour un crime que vous n'avez pas encore commis, mais que vous pourriez commettre. Alors nous avons beaucoup réfléchi à cette question, à Prison Justice, et nous avons cru trouver depuis longtemps la solution de la contradiction, garder la punition et se débarrasser de son lien direct à la souffrance, cesser de croire que c'est la souffrance comme telle qui opère la réconciliation du droit, mais punir cependant. Nous avons pensé trouver la réponse chez Hegel, dans les principes de la philosophie du droit.
Au fond, ce qui importe dans la punition, bien plus que la souffrance infligée, c'est l'affirmation de la transcendance du politique par-delà toutes les autres considérations. L'apport décisif de Hegel, c'est d'avoir montré que le cœur actif de la punition, même en prenant la souffrance infligée par excellence, c'est-à-dire la peine de mort, c'est à la peine de mort qu'il pensait. Hegel disait que le condamné n'y était ni un animal nuisible qu'il faut neutraliser ou éliminer, ni un exemple destiné à intimider les futurs délinquants, ni même dans les cas autres que la peine de mort à amender, mais que dans l'exécution de la peine elle-même, il était encore, lui, le condamné, producteur de droit. Ce redéploiement que nous cherchons à partir d'un noyau que nous sommes allés trouver au cœur de la sanction la plus punitive qui soit, et qui n'est pas punitif au sens de la souffrance, cela demande que l'on parvienne à déterminer quand produisons-nous du droit, c'est-à-dire quand produisons-nous du politique. Quand et par quels actes, dans quelle situation sommes-nous producteurs de réalité politique? Il semble possible de répondre lorsque nos relations avec nos contemporains peuvent être qualifiées d'objectives. Et par là, il faut entendre, bien sûr, objectives par opposition à des relations subjectives marquées par la distorsion de nos intérêts, de nos passions et de nos émotions. Mais cela ne suffit pas, d'abord parce qu'il faut aussi sauver, accueillir, lire comme positives certaines réactions passionnelles et émues. Ensuite, parce qu'un simplement énoncer l'identité entre l'objectivité et l'absence de subjectivité, on ne fait que flatter un travers de notre époque suffisamment avéré pour tout ce qui est de l'ordre du procédural, du protocole objectivement vérifiable, qui, loin de produire du politique, le défait au contraire et le vide de toute sa substance. Nous pensons que la véritable pierre de touche de cet engendrement du politique, de cette production de l'objectivité, se trouve lorsque la communauté politique prend conscience de son unité sous la forme des conflits et des tensions qui la parcourent. Alors on se demandera quel style de tension et de rupture constitue le crime et le délit et comment il permet à la communauté politique de prendre conscience de son unité ou encore comment échapper à la logique du bouc émissaire. On peut distinguer les tensions qui, dans leur nature même, ne rompent pas la communauté politique, comme en démocratie, le débat public qui abrite à l'intérieur de soi la légitimité de la position adverse. Et puis on peut distinguer les ruptures qui, au contraire, déchirent le tissu social lui-même et portent en elles-mêmes la possibilité d'une guerre civile, ne produisent plus le sol sur lequel nous reposons, mais instaurent la guerre. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Le crime et le délit n'appartiennent pas à la guerre, et pourtant ils n'appartiennent pas non plus à la légitimité. Ils ont le curieux statut de fonder la communauté dans son objectivité et d'être illégitimes. Un écart légitime, comme dans le débat, c'est celui qui est perçu de nature telle que j'accepte de perdre de vue son auteur. Il ne m'inquiète pas,
je peux le laisser aller, je sais qu'il ne reviendra pas m'agresser ou me rendre la vie impossible. Un écart illégitime, c'est celui qui fait que son auteur ne peut pas, sous peine de danger extrême, être perdu de vue. Il faut l'avoir sous la main, hors champ, mais disponible, visible par ceux qui en ont le droit, à travers un œilleton, par exemple. Ce qui montre au passage qu'une société de surveillants, loin de resserrer les liens, les met au contraire en extrême danger, la perception de chacun engendrant en lui un délinquant ou un criminel potentiel. C'est ainsi qu'on nous demande de faire sur nos cartes d'identité la tête que nous aurions si nous étions délinquants et qu'on mesure anthropologiquement les caractéristiques de notre visage. L'exigence à laquelle nous sommes donc parvenus est double. D'une part, un enfermement sous contrainte, qui trouve sa légitimité dans la nécessaire détermination d'une sanction pénale, d'une culpabilité pénale irréductible à la dangerosité, et donc spécifiquement punitive. Et puis, d'autre part, il faut trouver un moyen de perdre de vue même celui que l'on enferme. Sur ce deuxième point, je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'une de mes marottes, qui est, je suis inconsolable de la disparition de l'évasion non punissable. Vous savez que jusqu'à une date récente, l'évasion était permise, à condition qu'elle soit faite sans violence, sans corruption, sans effraction. Ça avait été défendu par Bonaparte, qui était consul à l'époque, en 1810. On ne peut pas demander à quelqu'un de renoncer à sa liberté. Donc, on avait le droit de s'évader. L'article a été transformé, l'évasion est punissable, et ce qui constituait le délit est devenu circonstance aggravante. Alors, il faut un moyen terme qui nous donne accès aux deux aspects. Cet aspect, il faut punir, et cet aspect, je dois vous perdre de vue. Eh bien, je crois que le moyen terme, la chose importante, c'est de partir de ceci. Les délinquants et les criminels ont un savoir que nous n'avons pas. Ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris, qu'il faut absolument rejoindre afin de pouvoir le réinvestir tout autrement, à la fois dans leur vie et dans la nôtre.